Au fil des siècles, de nombreux artistes ont laissé dans leurs œuvres des indices entourant le mystère de Rennes le Château. De Jules Verne à Nicolas Poussin, en passant par Léonard de Vinci, dont le rôle a été caricaturé par la machine médiatique américaine au travers du Da Vinci Code. Les puissants de ce monde ont toujours prêté le plus grand intérêt au mystère entourant la région du Razès, comme Rennes le Château, Rennes-les-Bains, le Pic du Bugarache, ainsi que les autres lieux qui leur sont liés, comme Stenay ou Gisors. Louis XIV conservait dans ses appartements privés le fameux tableau des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin reproduisant les paysages du Razès. Sa mystérieuse inscription, Et in Arcadia ego, a été reproduite sur le monument des droits de l'homme érigé par François Mitterrand à Paris, lui-même féru de sciences occultes, et qui s'était rendu à Rennes le Château durant sa campagne présidentielle de 1981. André Malraux, qui a fait envoyer l'armée pour fouiller Gisors. Ou encore Heinrich Himmler qui envoya l'archéologue Otto Rahn enquêter sur les troubadours et les cathares sur les traces du Saint Graal dans les Pyrénées. Pour ne citer que ce flot d'indices plus ou moins farfelus ou légitimes perdure aujourd'hui, notamment au travers des films de Robert Zemeckis ou de Steven Spielberg. Comme pour le décor des bergers d'Arcadie, beaucoup ont relevé la ressemblance des paysages du film Rencontre du troisième type, de Steven Spielberg avec les paysages du Razès. Ou encore les aventures de Indiana Jones qui ressemblent à un copier-coller de la vie de Otto Rahn. Indiana Jones est un héros à part dans l'univers des films d'action. Cet aventurier qui traque des reliques sacrées et repousse ses ennemis à coups de fouet est devenu une légende. Mais s'agit-il d'une pure fiction? Ou ce personnage est-il inspiré d'un homme réel? Le producteur, George Lucas, propose un projet à son ami d'enfance, le réalisateur Steven Spielberg. Dans les Indiana Jones, le MacGuffin est toujours un trésor au pouvoir surnaturel. Et justement, un personnage réel s'est lancé sur la piste du plus célèbre trésor du monde, le Saint Graal. Il s'appelait Otto Rahn. Otto Rahn est un archéologue allemand du début du XXe siècle qui a consacré sa vie à chercher le Graal. À l'hiver 1932, Otto Rahn va explorer un château au pied des Pyrénées. Après de longues recherches historiques, il est persuadé d'y trouver le Graal. Il se lance dans une aventure qu'Indiana Jones n'aurait pas reniée. Le château de Montségur, en Ariège, a été le dernier refuge des cathares. Cette secte chrétienne hérétique, apparue entre le Xe et le XIIe siècle, aurait conservé de nombreux trésors religieux. Après avoir étudié les textes médiévaux, il est persuadé qu'ils étaient les gardiens du Saint Graal et qu'ils l'ont caché à Montségur. Un jour, en 1933, Himmler entend parler d'Otto Rahn, qui avait écrit plusieurs livres sur le Graal et les secrets des cathares. Pour lui, c'est une excellente nouvelle. Himmler contacte Otto Rahn pour lui proposer un poste dans les SS. Himmler achète le château de Wewelsburg, dans l'ouest de l'Allemagne, avec l'ambition d'imiter celui du roi Arthur, Camelot. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le héros se retrouve prisonnier d'un château étrangement similaire. Mais quel est donc le rapport avec le 11 septembre? La réponse se trouve dans un fil d'indices placé dans les films de Robert Zemeckis. Dans son film The Walk, entièrement dédié aux tours jumelles, Zemeckis invite son audience à chercher ces indices et à suivre le fil rouge. Oh, alors, my dream.
and I saw the towers of Notre Dame, and I said, this is where I must put my wire. C'est complètement ridicule. English. When the sun comes up, I walk. Ou encore, dans son film Contact, des extraterrestres envoient une vidéo de Adolf Hitler aux Jeux Olympiques de 1936. Dans les lignes vidéo entrelacées se trouve un message caché. Zemeckis invite ici les spectateurs à lire entre les lignes pour trouver des messages cachés. Jackpot. En effet, l'abondance de références subliminales aux événements de New York en 2001, dans les films de Zemeckis, a interpellé un grand nombre de spectateurs. En voici un récapitulatif. Cher Dr Brown, la nuit où je suis parti dans le passé, vous allez être tué par des terroristes. Je voudrais que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter ce terrible désastre. Dans le film culte « Retour vers le futur » de 1985, lors de la séquence du centre commercial des Deux Pins, nous sommes les témoins d'une soudaine attaque surprise terroriste, perpétrée par un groupe de terroristes islamistes. L'attaque a lieu à la promenade des Deux Pins, qui fait référence aux tours jumelles. Si nous tournons le panneau à l'envers, les chiffres de l'horloge indiquent 9, 1, 1 ou 9 et 11. Les deux pins symbolisent les deux tours jumelles. Avant l'attaque terroriste, les deux pins sont présents, mais après l'attaque, les deux pins ont disparu, remplacés par un seul pin. Cela a eu lieu le 11 septembre, quand les tours jumelles ont été détruites, et remplacées plus tard par une tour unique, le One World Trade Center. Étrangement, dans cette scène, Doc nous montre deux chronomètres qui affichent de manière codée le 11 septembre. Nous verrons plus loin que 9/11 ou 11/9 a quasiment la même signification. Ceci est confirmé dans le film Bienvenue à Marouen, sorti en 2018, dans lequel Robert Zemeckis montre une DeLorean en Lego, dans laquelle le double message 9/11 est de nouveau inscrit. Lorsque Marty arrive en 1955, il se retrouve dans la grange du fermier Peabody. Lorsque celui-ci voit la DeLorean, il l'associe à un avion. Oh, what is it? Oh, what is it, Paul? Looks like an airplane without wings. Dans la scène suivante, la DeLorean écrase un des deux pins jumeaux. Est-ce seulement une coïncidence? Les pins symbolisent les tours, et ce système de symboles est confirmé dans Retour vers le futur numéro 2, où nous voyons les deux pins apparaître encore, sur un écran de projection de cinéma, dans la future maison de Marty. La famille de Marty se réunit autour de l'écran de cinéma, et les deux pins se transforment en tours jumelles. C'est parce que les deux pins symbolisent les tours jumelles. Les pins sont les tours, les pins, les tours. Et le centre commercial des Deux Pins est le centre commercial des tours jumelles. C'est pourquoi toutes les horloges ici indiquent secrètement le 11 septembre, et pourquoi il y aura une attaque de terroristes islamistes, engendrant la destruction des Deux Pins, ou des tours jumelles. Mais l'apparition des tours n'est pas une toile de fond prise au hasard, parce que nous pouvons voir la Statue de la Liberté, positionnée de manière aussi secrète que les tours, faisant de cette séquence une recréation secrète de la ville de New York, où la famille de Marty s'est rassemblée pour regarder Ground Zero. Parmi ces trois personnages regardant Ground Zero, l'un d'entre eux est complètement à l'envers. Mais dans la trilogie Retour vers le futur, c'est la seule et unique fois qu'un personnage apparaît à l'envers. L'indice donné ici est de regarder l'écran depuis son point de vue, et de retourner la scène. Et lorsqu'on le fait, les tours jumelles sont clairement montrées en train de tomber. Dans l'histoire entière du cinéma, cette séquence de Retour vers le futur est la représentation la plus littérale jamais faite, montrant les tours qui tombent. Alors, comment est-il possible que cette séquence apparaisse dans une histoire incluant déjà une attaque terroriste, par des islamistes, aux Deux Pins, le 11 septembre, car les Deux Pins sont les tours jumelles, et qui s'avère être la meilleure représentation par Hollywood, de l'effondrement des tours jumelles. Dans Retour vers le futur 1, on voit de nouveau le nombre 11/9, avec le message Gas War signifiant guerre du pétrole.
Dans le film La Grosse Magouille, sorti en 1980, produit par Steven Spielberg, un des protagonistes se déguise pour commettre un attentat. That's too fucking high! Et fait par la suite porter le chapeau aux musulmans. You want to give me that again? Well, yes. As I say, Inspector, I heard this large explosion, and I rushed out. I couldn't tell what was going on. I saw the car over there in flames, and all these strange little characters, you know, towels on their heads, weird little goatees and stuff, running around yelling, Ayatollah, Ayatollah. And then they all got in the car and drove away. I guess it was Iranian students out to discredit the American way of life. I can't imagine who else would do such a thing. Let's go. Dans Retour vers le futur 2, on retrouve l'ayatollah Khamenei, aux côtés de Oussama Ben Laden, et de Ronald Reagan. Tout comme François Mitterrand, cet ancien acteur hollywoodien est un féru d'occultisme, et n'hésite pas à faire référence au film de Robert Zemeckis à l'ONU. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Ainsi que le sujet de prédilection de Steven Spielberg, les extraterrestres. If we were facing an alien threat from outside this world, and yet I ask you, is not an alien force already among us? Mais Retour vers le futur n'indique pas juste cette attaque, l'histoire décrit aussi une tentative d'avertissement. Je n'ai qu'à rentrer un peu en avance et je pourrais l'avertir. Doc, il faut que je vous parle du futur! Doc, en parlant de l'avenir, vous allez être tué par des terroristes. Mais Marty possède des informations plus essentielles au sujet du futur. Il connaît la date et l'heure exacte du moment où seront frappées les tours. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. N'oubliez pas votre tract. Très bien. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Dans une histoire que nous suspectons déjà d'être un avertissement du 11 septembre, comment est-il possible que cette phrase apparaisse sur un prospectus révélant l'avenir? Puis, après que la tour soit frappée, le chiffre 9 et un 11 enflammé sont visibles dans la rue. Marty sait exactement quand et où cette frappe de la tour aura lieu, car tout est écrit sur le prospectus qu'il tient à la main. Mais quelque chose se cache dans l'arrière-plan, supervisant cette transaction. Mais pourquoi ce symbole apparaît-il pendant que Marty est averti au sujet de la frappe de la tour? Retour vers le futur a été écrit et réalisé par Robert Zemeckis. D'abord sorti en 1985, mais pour décrire le futur, Zemeckis choisit octobre 2015. Donc vous allez nous dire ce qui se passe, hein? On est où là? Et on est quand? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015? La scène des tours jumelles a lieu en octobre 2015, et les tours apparaissent sur un écran de cinéma, ce qui signifie que la famille McFly regarde un film sur les tours jumelles, secrètement suggéré, qui est distribué en octobre 2015, et réalisé par Robert Zemeckis. Alors comment se fait-il que dans le réel octobre 2015, une production majeure d'Hollywood est sortie dans les cinémas du monde entier, et porte exclusivement sur les tours jumelles? Film qui est réalisé par Robert Zemeckis. Le titre de ce film sur les tours jumelles est The Walk. Et ce nouveau film sur les tours jumelles a exactement le même statut de sortie que le film secret décrit dans Retour vers le futur, avec le symbolisme des pins, qui décrit l'effondrement des tours jumelles. Alors pourquoi Zemeckis a attiré notre attention sur cela, avec une super production hollywoodienne? Retour vers le futur est sorti en 1985, et The Walk en 2015, exposant cet avertissement après 30 ans. Marty a écrit cet avertissement dans une lettre, qu'il scella, pour que sa révélation reste cachée pour une durée de temps spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans! The Walk est la révélation de l'avertissement du 11 septembre, donnant la lettre à Doc, pendant que celui-ci est en train de fixer un câble géant, entre deux colonnes, représentant les tours jumelles. Bonsoir, Dr. Brown. Qu'est-ce que c'est que ce câble? The Walk parle d'une intrigue visant à installer un câble géant entre les deux tours jumelles. Ainsi, Marty écrit l'avertissement, pendant que Doc est en train d'attacher le câble à la tour. Marty dit à Doc qu'il comprendra l'avertissement dans 30 ans. Vous
le saurez dans 30 ans. 30 ans plus tard, le réalisateur fait un film au sujet d'un câble, attaché entre les tours jumelles, parce que l'avertissement qui est dans la lettre de Marty concerne une attaque terroriste aux tours jumelles. Qu'est-ce que c'est que ce câble? 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 Après avoir fixé ce câble, la frappe de la tour a lieu, et le Marty McFly venant du futur, entre en courant dans la scène. Il vient juste ici de voyager dans le temps, venant d'octobre 2015, la date de sortie de The Walk. Mais dans The Walk, se tenant au sommet des tours jumelles, c'est Marty McFly. Ce Marty est arrivé ici, depuis la date exacte où ce Marty se tient. L'intrigue de The Walk est l'événement de l'installation d'un câble à la tour, qui a lieu lors de cette scène. L'un des Marty se tient au sommet des tours jumelles, tandis que l'autre Marty se tient dans un 9 et 11 géant flamboyant, juste après la frappe d'une tour, pendant que simultanément, en ville, un autre Marty est le témoin d'une attaque terroriste ayant lieu à la promenade des Deux Pins, qui sont véritablement les tours jumelles, un fait que nous avons appris du film secrètement suggéré, et sorti en octobre 2015. Ce film est en fait The Walk. Ce qui explique pourquoi Marty McFly se tient au sommet des tours jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce câble? 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 Vous le saurez dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans. Tac, 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 tac. Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Robert Zemeckis ne fait pas qu'alerter sur un événement à venir, il en donne aussi la signification. Le 11 septembre fait référence à la mythologie, au combat que se mènent les dieux pour régner sur le cosmos. Ouranos, le dieu du ciel et de la voûte céleste, fut détrôné par son fils Cronos, qui fut à son tour détrôné par son fils Zeus. Ils sont respectivement associés aux planètes, Uranus, Saturne et Jupiter, qui sont le nom de ces mêmes divinités pour les Romains. Comme beaucoup, Robert Zemeckis associe Cronos au dieu du temps. Quant à Zeus, c'est le dieu de la météo qui détrôna Cronos grâce à la foudre. Christopher Lloyd, l'acteur qui joue le rôle de Doc, combat le temps avec sa machine à remonter dans le temps. Il incarne Zeus, combattant Cronos. C'est pourquoi Christopher Lloyd se bat contre l'horloge de l'hôtel de ville. Et c'est la foudre qui arrête l'horloge. Dans la plupart de ses films, Christopher Lloyd est associé aux arcs électriques en général et à la foudre en particulier. Cronos est le leader des Titans. Zeus celui des Olympiens. La victoire des Olympiens sur les Titans
est célébrée par une course sportive durant laquelle on brandit la torche olympique. C'est pourquoi après sa victoire sur Cronos, Zeus allume une torche géante et court dans un couloir de feu, en levant étrangement la main, comme s'il brandissait une torche. Robert Zemeckis reprendra à nouveau cette référence aux Olympiens dans son film Contact, de 1997, lorsqu'Adolf Hitler apparaît aux Jeux Olympiques de 1936. Mais Zeus n'était pas le seul Olympien à combattre Cronos, il fut aidé par Poséidon et Hadès, respectivement associés à Neptune et Pluton. Si cette mise en scène est bien le combat des Olympiens contre Cronos, Neptune, Poséidon, et Pluton, Hadès, devraient se trouver présents. Marty incarne en effet Pluton. Lorsqu'il se trouve dans la grange, le fils de Peabody montre une série de science-fiction où l'on voit Marty à côté de la DeLorean, intitulée Zombies de l'espace venant de Pluton. Ce message est très important pour les créateurs du film. En effet, le patron d'Universal, Sid Sheinberg, voulait carrément appeler le film « Le voyageur de l'espace venant de Pluton ». Marty devait même dire « Je suis un voyageur de l'espace venant de Pluton ». La première apparition de Marty évoque directement son lien avec Pluton, avant même que l'on voit son visage. Le skateboard qui identifie le personnage de Marty heurte une caisse de plutonium, élément radioactif nommé ainsi en référence à Pluton. On retrouve finalement ces atomes sur la veste de Marty, dans Retour vers le futur 3. Chaque divinité est identifiée par une arme, Cronos a la faux, Zeus un éclair, Poséidon le trident, et Pluton le casque noir des ténèbres qui lui donne le pouvoir d'invisibilité. Dans Retour vers le futur 2, Marty prend le déguisement de l'homme invisible, avec son chapeau noir, une allusion à son identification envers Pluton. Nous avons donc les deux Olympiens, Zeus et Hadès, se battant contre l'horloge de Cronos. Pouvons-nous trouver le troisième Olympien, Poséidon? Cette scène se passe juste avant la bataille de l'horloge. Hadès joue son rôle d'homme invisible, et le voilà. Le trio est en place pour rejouer la prise de pouvoir des Olympiens contre Cronos, pour le passage de l'ère de Saturne à celle de Jupiter. C'est la fin du règne de Saturne, c'est pourquoi la scène se passe samedi soir, samedi étant le jour de Saturne. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Okay, all right. Saturday's good. Saturday's good. Il n'y a cependant pas que les Olympiens qui ont participé à la chute de Cronos. En effet, le titan Prométhée a joué un rôle important dans cette bataille. Prométhée est la copie conforme d'Uranos, le premier maître du cosmos, qui fut détrôné par Cronos. Comme Uranos, Prométhée est visionnaire, technologique, spirituel, révolté, futuriste, aérien, et inventif. Ce sont ces visions sur le futur qui lui ont permis de prévoir la victoire de Zeus. Ces visions ont entraîné le basculement du rapport de force en faveur de Zeus. La succession pour le règne sur le cosmos n'est pas linéaire, mais cyclique. Comme l'explique le chercheur Luc Biget, après Zeus, c'est la force d'Uranos qui revient au travers de Prométhée. Car si Prométhée a aidé Zeus contre Cronos au début, il sera par la suite le premier à défier le nouveau maître du cosmos, Zeus. Chaque signe du zodiaque est associé à une planète. Pluton pour le Scorpion, Jupiter pour le Sagittaire, Saturne pour le Capricorne, Uranus pour le Verseau, et Poséidon pour les Poissons. Chaque signe est aussi associé à une iconographie, un symbole, et un numéro. L'iconographie du Sagittaire est un centaure, le symbole une flèche, et le numéro 9. C'est pour ceci que le 9 est en forme de flèche, il fait référence au Sagittaire, à Jupiter, à Zeus.
C'est pour cela aussi que, dans Retour vers le futur 3, Doc porte sur sa chemise des centaures, et que l'on voit derrière lui des flèches géantes. La planète du Capricorne est Saturne, en grec Chronos, son numéro est le 10. La planète du Verseau est Uranus, en grec Ouranos, aussi incarné par Prométhée, son numéro est le 11. Si on situe le combat, au niveau des prétendants à la domination du cosmos, on comprend que 9/11 symbolise l'alliance de Zeus et Prométhée contre Chronos. C'est pourquoi 9/11 ou 11/9 ont une signification très proche. Le symbole du Verseau sont des vaguelettes. C'est pourquoi Doc, qui incarne Zeus et combat le temps, c'est-à-dire Chronos, porte une chemise avec des vaguelettes. Doc incarne là l'alliance 9/11. Dans le film The Walk, Zemeckis explique à nouveau la symbolique du 11 septembre. Lorsque le funambule Philippe Petit s'entraîne à marcher sur le fil, en France, il explique à Jean-François l'importance du chiffre 11, qui est lui-même symbolisé dans la hauteur des tours. Now what is 11 times 10? 110. Exact, 110 étages. Ça c'est la hauteur des tours. En effet, en numérologie, les zéros ne comptent pas. Philippe Petit démontre que les tours représentent le chiffre 11. Jean-Louis enchaîne immédiatement avec un arc et une flèche. Symbole du Sagittaire, représentant le chiffre 9. Hey guys, I believe I've kept my part of the bargain. What is this, a bow and arrow? Nous avons de nouveau, ici, un condensé de la symbolique du 9/11. Jean-Louis suggère d'utiliser une flèche pour tendre le fil entre les deux tours. Le rôle du Sagittaire est d'aider à franchir l'abîme qui sépare les deux tours. Okay, this is not as sensational as a radio-controlled airplane, but it's a lot quieter. Comme chaque tour représente le chiffre 11, elle donne un ensemble de 22. Dans les sciences occultes, ainsi qu'autour du mystère de Rennes-le-Château, le nombre 22 est très important. Comme les 22 arcanes majeurs du tarot, ou encore les 22 lettres de l'alphabet hébreu. L'arbre de vie de la Kabbale est composé de 10 sphères, que l'on appelle séphira. Une trinité en haut, qui forme le monde ontologique, et 7 en bas qui forment les 7 cieux du monde existentiel. Ces deux mondes sont séparés par un abîme nommé Da'at, qui signifie connaissance en hébreu. Les deux tours représentent aussi ensemble le chiffre 11, un pour la tour nord, et un pour la tour sud. L'arbre de vie est composé de 2 piliers, le pilier de la sévérité, qui représente la divinité yin, et le pilier de la miséricorde, qui représente la divinité yang. Ces 2 piliers sont aussi les piliers du temple de Salomon, ou encore Jachin et Boaz en franc-maçonnerie. Cette représentation signifie l'équilibre harmonieux, entre le yin, et le yang. Le préfixe « el » signifie divinité, et le suffixe even signifie égalité. D'où le fait que 11 se dit 11 en anglais, car il est composé de 2 barres droites, formées par les 2 chiffres 1. La pseudo-séphira, ou séphira surnuméraire, numéro 11, Da'at, se trouve à l'intersection de 2 abîmes. L'horizontale, qui se trouve entre le monde ontologique et le monde manifesté, et le vertical, qui se trouve entre les 2 piliers. Da'at est le point de rencontre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Il est le fruit auquel les 2 piliers donnent ensemble naissance. Le préfixe ko signifie ensemble, c'est pourquoi Da'at signifie connaissance. L'arbre de vie est un archétype qui s'applique à toutes les échelles, comme le système solaire,
ou le corps humain. Transposé sur le corps humain, il correspond au chakra. Dhat se situe donc au niveau du chakra du cou. C'est la pomme de la connaissance, que l'on appelle la pomme d'Adam. C'est pourquoi Philippe Petit utilise souvent le mot cou, un mot français, très utilisé en anglais, qui est phonétiquement identique au cou anatomique. Les parallèles entre l'anglais et le français sont d'une importance primordiale. Cela a été clairement explicité dans le livre « La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains », écrit par l'abbé Boudet. Your so-called coup is a ridiculous joke. Tomorrow, the coup is on for tomorrow. Down, if he stays with us, the coup is finished. Worried, the coup is over already. Si tu m'aides pas, le coup est foutu. Answered my shooting signal. At that moment, I knew the coup would... It will be the artistic coup of the century. On remarque en effet que le mot « coup » est employé 22 fois durant le film. Au moment où Philippe Petit prend le risque de se casser le cou en franchissant l'abîme, il met son cou à découvert en perdant son col roulé. The artist. Oh my God, he's falling! I lost my costume! This is a tragedy, the biggest stage of my life, and I lose my costume. It falls off the edge. I have no costume. What? J'ai perdu mon col roulé, ça c'est pas mon costume. En alchimie, les deux piliers sont l'œuvre noire et l'œuvre blanc, le fruit de l'équilibre harmonieux entre ces deux œuvres, et l'œuvre rouge, aussi appelée Mercure. C'est la raison pour laquelle le monument offert par Vladimir Poutine aux États-Unis, en hommage aux victimes du 11 septembre, est constitué de deux piliers, avec au milieu une goutte de mercure. Le signe du zodiaque gouverné par Mercure sont les Gémeaux, constitués de ces mêmes deux piliers. Mercure est représenté avec des ailes aux pieds, et sur son casque. Son instrument est le caducée, qui, comme Mercure, se trouve au pilier du milieu, entre les deux autres piliers. Les ailes de Mercure sont représentées par des oiseaux. En effet, lorsque Philippe Petit se trouve entre les deux tours, un oiseau vient le perturber. Car le rôle de Mercure est celui du perturbateur et du provocateur. Quand Annie perturbe Philippe, lors de son entraînement entre les deux piliers, il la compare à un hibou. You're a tempest! You are the terrible hurricane winds that howl between the towers! Le fil qui unit les deux tours, masculine et féminine, est aussi illustré par un fil de salive, qui semble rajouté au montage lorsqu'Annie et Philippe s'embrassent. Quel est donc le lien avec Rennes-le-Château? Suivons le fil rouge, lisons entre les lignes, relevons les indices laissés par Robert Zemeckis à ce sujet. Ou plus généralement, au sujet de la région du Razès, et du sud-ouest de la France. Le document « Le Serpent Rouge » déposé à la Bibliothèque nationale par le controversé Pierre Plantard, qu'il soit authentique ou trafiqué, est une pièce incontournable du mystère de Rennes-le-Château. Il évoque l'implication de Jules Verne dans l'affaire, du fait que la somme des lettres de son nom fasse 131. Or, on apprend dans Retour vers le futur 3 que Doc et Clara sont fans de Jules Verne. You've read Jules Verne. I adore Jules Verne. So do I. Dans la dernière scène d'action, il se retrouve sur un train immatriculé 131. Et juste après, quand ils reviennent en 1985, dans la locomotive, Doc et Clara présentent leurs deux enfants, qui s'appellent Jules et Verne. Meet the family. Harry, you know. Hi, Marty. Man! These are our boys. Jules. And Verne. Dans Retour vers le futur 1, de nouveau, on voit en dessous de la référence au 11 septembre, le nombre 131.
Dans le film Bienvenue à Marouane, le personnage principal se voit offrir des espadrilles de taille 11. I found these in the thrift shop. Oh, wedges! Definitely vintage. 1960s, size 11. The lady in the shop said they were espadrilles. Cool. Espadrille wedges, thank you. You're welcome. Les espadrilles sont des sandales pyrénéennes. La métaphore indique ici qu'il y a quelque chose au pied des Pyrénées, en rapport avec le chiffre 11. Rennes-le-Château se trouve dans le département de l'Aude, qui est le département numéro 11. Le film Bienvenue à Marouane est sorti un 21 décembre. Jour pour lequel la machine médiatique internationale monta en épingle une hystérie collective autour de Bugarache, et la fin du calendrier Maya en 2012. Dans le film Rencontre du troisième type, de Steven Spielberg, sorti en 1977, et dont la fameuse montagne rappelle le pic du Bugarache, le lien avec la France est clairement établi. En effet, le chef de l'expédition est un Français, joué par François Truffaut. Look, I want to talk to the man in charge. Parlez au chef. Mr. Lacombe is the highest authority. He isn't even an American. Je n'aurai pas les réponses. Monsieur Neary, êtes-vous un artiste, un peintre? Mr. Neary, are you an artist or a painter? Et on trouve en haut du pic, un drapeau français. Même si ni Bienvenue à Marouane, ni Rencontre du troisième type ne se passe aux États-Unis, le lien avec la région du Razès est clairement établi. Dans le film The Walk, bien connu Philippe Petit nie son aventure née de lien avec le sud-ouest de la France, Robert Zemeckis l'associa à un troubadour. So now picture Paris. Here I am, a self-proclaimed wire walker that nobody on earth cares about, surviving as a troubadour, performing in the streets. Or, les troubadours sont originaires d'Occitanie. Lorsque Philippe Petit se fait passer pour un journaliste, il prend le nom de Toulouse-Cézanne. Hours are open for business. Mr. Donzoli, excuse me. Toulouse-Cézanne from the magazine L'Architecte. Could you please tell me the exact distance between the north corner of the south tower and the south corner of the north tower? What? The exact distance between the towers. Cézanne était un nom de peintre, associé à Toulouse. Cela fait inévitablement penser au peintre Toulouse-Lautrec, qui est la personnalité la plus connue de la ville d'Albi. Les cathares sont aussi appelés les albigeois. Ces deux sujets, les troubadours et les cathares, sont centraux dans l'affaire de Rennes-le-Château. Ce sont aussi les deux sujets auxquels Otto Rahn, l'homme qui a inspiré Indiana Jones à Steven Spielberg et George Lucas, a consacré sa vie. Dans Forrest Gump, Robert Zemeckis fait un clin d'œil au réalisateur Roman Polanski, qui 5 ans plus tard tournera le film La 9e porte au château de Puyvert, situé dans le Razès, et étroitement lié au mystère de Rennes-le-Château. Tous les ans, depuis 600 ans, se déroule à Perpignan la procession de la Sanche, qui recoupe en beaucoup de points l'intrigue de Rennes-le-Château. Les participants sont vêtus de cagoules, qui ne sont pas sans rappeler le Ku Klux Klan. Or, le nom de Forrest Gump, lui vient d'un de ses ancêtres qui a fondé le Ku Klux Klan. Now, when I was a baby, Mama named me after the great Civil War hero, General Nathan Bedford Forrest. She said we was related to him in some way, and what he did was, he started up this club called the Ku Klux Klan. They'd all dress up in their robes and their bed sheets, and act like a bunch of ghosts or spooks or something. They'd even put bed sheets on their horses and ride around. And anyway, that's how I got my name, Forrest Gump. Dans le film La Grosse Magouille, on remarque de curieuses habitations, rappelant les fameuses cagoules.
Une autre référence à Toulouse est aussi faite lors de l'entraînement. Malgré le fait que la Seine ne se situe pas dans le sud-ouest, la de chevaux est immatriculée Haute-Garonne, dont Toulouse est la préfecture. Pour chaque référence à Toulouse, Philippe Petit se trouve entre les deux piliers. À chaque fois il dit explicitement « entre les tours », alors qu'il se trouve lui-même entre les deux tours. You had a terrible hurricane winds! The tower burst in the tower! Toulouse Cézanne between the towers. Toulouse Cézanne between the towers. C'est entre ces deux tours que naît l'alchimie. Robert Zemeckis nous oriente ici sur la piste de l'alchimie et Toulouse. L'alchimie est l'ancêtre de la chimie. Or, 10 jours après le 11 septembre a eu lieu l'explosion de l'usine chimique AZF, à Toulouse, le 21 septembre 2001. C'est-à-dire, 110 ans, jour pour jour, après la célèbre découverte d'un tombeau, par l'abbé de Rennes-le-Château, Béranger Saunière, le 21 septembre 1891. 110. Exact, 110 étages. Ça c'est la hauteur des tours. Pour certains journalistes, et certains enquêteurs de la DCRI Midi-Pyrénées ayant travaillé sur le dossier, comme Gilbert Abbas, la piste privilégiée était celle de l'attentat. Avant de poursuivre, il est nécessaire de savoir réduire les nombres en numérologie. Le principe consiste à additionner tous les chiffres d'un nombre, par exemple, 12 345, donne 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dont le résultat est 15. On continue ainsi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un chiffre. Sauf dans 3 cas. Si l'on tombe sur les nombres 11, 22, ou 33, on garde les 2 chiffres. Car ces nombres sont considérés comme des vibrations mètres. Ici, 15 n'est pas une vibration mètre, on continue donc à le réduire. 1, plus 5, est égal à 6. Donc la réduction de 12 345 est 6. En mentionnant systématiquement Toulouse entre les deux tours, Robert Zemeckis nous suggère de placer AZF entre les deux tours. La tour sud s'est écroulée à 9h59, la tour nord à 10h28, ce qui fait un laps de temps de 29 minutes. Nous reviendrons plus tard sur l'importance du chiffre 29. Commençons par placer AZF entre les deux tours, l'explosion ayant eu lieu à 10h17. Il s'écoule 18 minutes entre 9h59 et 10h17. Et, entre 10h17 et 10h28, s'écoule 11 minutes. Le 11 étant une vibration mètre, on le conserve ainsi. Pour le 18, on additionne 1 et 8, cela donne 9. On obtient donc la date 9, 11. En suivant la méthode, qui consiste à enlever les zéros, comme pour les 110 étages qui font référence au nombre 11. Les nombres 10, 17, nous donnent aussi une indication importante. Le 10 devient 1, ce qui nous donne la date 1, 17. Or, le 17 janvier est la date centrale de l'affaire de Rennes-le-Château. Une foule d'indices et d'événements liés à l'affaire gravitent autour. Et, tous les ans, à cette date, un effet lumineux unique se produit, avec l'alignement du Soleil, dit « phénomène des pônes bleus ». Le franchissement de l'abîme signifie le passage d'un monde à un autre monde. Le point de départ étant la première tour, et le point d'arrivée la seconde tour. L'ensemble des 3 lettres, A, Z, F, n'est curieusement pas un sigle de 3 mots, mais des 2 mots, azote, fertilisant. L'usine chimique aurait logiquement dû s'appeler AF. La mise en exergue du A et du Z nous renvoie au livre de l'Apocalypse, verset 22-13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Cette formule est par ailleurs reprise dans le verset 1, 17, correspondant à la combinaison 1, 17,
précédemment évoqués. A et Z sont, comme alpha et oméga, les premières et dernières lettres de l'alphabet. AZF évoque donc ce voyage, de A à Z, d'une tour à l'autre tour. Une traversée, dont le point d'arrivée est l'entrée dans une nouvelle ère. Cette ère est l'ère du Verseau, théorie promue en France par Paul Lecourt, maître à penser du controversé Pierre Plantard, qui est à l'origine de la popularisation du mystère de Rennes-le-Château envers le grand public. L'ère du Verseau doit succéder à l'ère des Poissons, elle correspond à une naissance. En effet, les Poissons sont un signe d'eau, qui correspond à une période de gestation dans le liquide amniotique. Bien que le mot Verseau contienne le mot eau, c'est un signe d'air. Lors de la naissance, on entre en effet dans le monde de l'air, on respire de l'air pour la première fois. Mais comme le nom, verse, eau, l'indique, la naissance est aussi le moment où l'on verse les eaux. Par l'épanchement du liquide amniotique. L'iconographie du Verseau est un personnage versant de l'eau contenue dans une cruche. La lame du tarot correspondant au Verseau est la 17. Le ventre rebondi de la femme qui verse l'eau évoque l'accouchement. Par ailleurs, le 17 est un des chiffres d'Uranus, qui gouverne le signe du Verseau, et dont la période de rotation est de 17 heures. Le symbole du Verseau représente l'effet de l'invisible sur le visible, l'effet du vent sur la surface de l'eau. Il existe donc un lien fort entre les Poissons et le Verseau. Après avoir isolé le 9 du 11, pour mettre en avant la signification de ces deux nombres, Robert Zemeckis effectue un mouvement de caméra qui illustre ce lien entre le 11 du Verseau et le symbole des Poissons. La traversée de l'abîme évoque donc une naissance. On retrouve ici la signification de la 11e séphira de l'abîme, date, signifiant naissance. Le Poisson est le symbole de la chrétienté. Le Verseau, comme tous les signes du zodiaque, occupe un espace appelé une maison. À la fin de l'ère des Poissons, à la fin des temps, Jésus doit revenir. À une échelle cyclique plus courte, le retour de Jésus est symbolisé par sa résurrection, à Pâques. Dans Luc 22:10, Jésus dit au sujet de son retour pour Pâques, « Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, dans la maison où il entrera. » Jésus invite ses disciples à entrer dans l'ère du Verseau, lors de son retour, à la fin de l'ère des Poissons. Dans le film Contact, on retrouve la flèche, qui permet le franchissement de l'abîme, au-dessus de laquelle se trouve écrit en japonais, « Pas encore né ». Robert Zemeckis nous invite, ici, à adopter un regard oriental sur le sujet. Comme l'explique l'occultiste français René Guénon, la complémentarité polaire du monde occidental est le monde oriental. Cela explique pourquoi, après avoir surpris le monde entier avec les scénarios très originaux de Retour vers le futur 1 et 2, Robert Zemeckis aborde le thème vu et revu du western dans Retour vers le futur 3. Western en anglais signifie Occident. La force Yang, qui a donné son nom à l'Occitanie. Dans Retour vers le futur 3, Doc cache sa machine à voyager dans le temps dans une mine. I attempted to reach the center of the earth. I've been reading my favorite author, Jules Verne. You know, it was the writings of Jules Verne that had a profound effect on my life. My initials! Just like in Journey to the Center of the Earth. That means the time machine must be right through this wall. Or, les mines du Razès sont un sujet important du mystère qui entoure la région de Rennes-le-Château. Si nous suivons l'invitation de Robert Zemeckis et René Guénon à regarder du côté yin des sciences occultes orientales, on tombe inévitablement sur le Yiking. Un système de connaissances semblable et complémentaire à la Kabbale et à l'alchimie occidentale. C'est un système binaire, composé de triangles, qui sont continus, et de traits yin, qui sont discontinus.
On peut les assembler sous forme de trigramme, ce qui donne un système en base 8, ou en hexagramme, ce qui donne un système en base 64. Les 29 minutes, qui représentent la traversée de l'abîme par la flèche, correspondent à l'hexagramme 29 du Yiking, qui est l'abîme. En effet, 2 plus 9 est égal à 11, ce qui correspond aux 2-1 des deux tours. Si l'on fait pivoter l'hexagramme de 90 degrés, on retrouve le signe des Gémeaux qui, eux aussi, représentent les deux tours. Dans la Kabbale, le chiffre 11 correspond à l'abîme, et à la Séphira d'Ahat, qui, elle-même, est associée à Uranus, la planète qui gouverne le signe du Verseau, qui est lui-même le 11e signe du zodiaque. Les clés de compréhension permises par la complémentarité de ces trois sciences nous est suggérée dans le film La 9e porte de Roman Polanski. Look closely, Baroness. The turrets. 3 in yours. 4 in Balkans. Amazing. I'm convinced there'll be a third one in here somewhere. 3 variations and 3 copies makes 9. Coincidence or something more? Maybe Torquia hid the secret of the 9th gate in 3 books, not 1. Ou encore dans Tintin et le secret de la licorne. Je te tiens. Les parchemins se superposent. Ils révèlent des nombres secrets. Le nombre 29 n'est pas anodin. Alors que l'explosion de l'usine AZF a fait 30 morts, la page Wikipédia fait état de 29 morts. Le nombre 30 a été remplacé par 29, en 2006, par un utilisateur prenant comme référence un organe de la machine médiatique américaine, le New York Times. Plus tard, un autre utilisateur rajoutera 30 comme nombre de blessés, avec pour référence le rapport officiel du gouvernement français. Or, si l'on ouvre le rapport, on voit que le nombre de blessés n'est pas exactement 30, mais une trentaine. Et que le nombre officiel de 30 blessés est inscrit une ligne au-dessus. Le contributeur de Wikipédia a délibérément laissé le nombre erroné de 29 morts, alors qu'il avait le chiffre exact sous les yeux. Et il a rajouté le chiffre 30, alors que celui-ci est approximatif. On peut en déduire que, quelles que soient leurs intentions, des personnes ont consciemment ou inconsciemment tenté de faire passer un message au sujet de l'importance du nombre 29. On apprend aussi une autre différence entre l'anglais et le français, sur la page Wikipédia de Retour vers le futur. Dans la version anglaise, la machine à voyager dans le temps a besoin d'une détonation de 1,21 gigawatts pour fonctionner. Mais, dans la version française, c'est une détonation de 2,21 gigawatts. Or, la détonation de l'explosion de l'usine AZF s'est produite dans le hangar 221. Le Yiking est appelé le livre des mutations, car, selon le Yiking, la vie est un changement perpétuel, passant sans arrêt, du yin au yang, et du yang au yin. Ces différents états sont représentés par 4 chiffres. Le 7 représente le yang jeune, le 8 le yin jeune, le 6 le yin vieux, et le 9 le yang vieux. Les 2 premiers sont des états stables et durables, ils ne changent pas. Alors que les 2 derniers, étant vieux, en fin de vie, leur état va basculer vers leur état opposé complémentaire. Le 6 du vieux yin va devenir un yang, et le 9 du vieux yang va devenir un yin. Le 7 et le 8 préfigurent la stabilité. Le 6 et le 9 préfigurent le changement. Le changement perpétuel du yin-yang illustre les phases de la Lune.
On dit de quelqu'un qui change tout le temps d'état, qu'il est lunatique. La lune gouverne le signe du Cancer, qui est lui-même symbolisé par le signe 69. Azedef symbolise la réaction alchimique entre les deux piliers, Yin et Yang, là où prend naissance le changement qu'est le passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau. C'est pourquoi un cancéropôle fut construit sur le site après l'explosion. Ayant la forme d'un gigantesque crabe, iconographie du signe du Cancer. L'essence même de la ville de Toulouse tourne autour de cette mythologie. Le plus célèbre monument de la ville, qu'est la basilique Saint-Cernin, est un hommage à son évêque Saint Saturnin, qui incarne la planète Saturne. Il fut mis à mort par des païens adorateurs de Jupiter. Ce triste sort illustre la fameuse victoire de Zeus contre Cronos. Les bourreaux de Saint Saturnin l'ont attaché à un taureau, qui l'a traîné dans la ville, jusqu'à ce que mort s'ensuive. La rue départ du supplice porte depuis le nom de l'animal, rue du Tord. Il fut par la suite sacrifié à l'emplacement de l'actuelle gare Matabio. Matabio, signifiant en occitan, tuer le bœuf. L'animal incarne sans équivoque le signe du taureau. En effet, l'importance de la mythologie pour Toulouse est marquée en son cœur par un immense zodiaque placé au milieu de la place du Capitole. Le nombre 6 dans le Viking est celui qui amène le 7. En reprenant les deux chiffres, 10 et 17, de l'heure de l'explosion d'Azedef, on arrive sur le verset 17-10 de l'Apocalypse, car le verset 10-17 n'existe pas. Ce verset dit, ce sont aussi, 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. L'Apocalypse annonce la fin des temps, Jésus qui est un roi doit revenir. Il est précédé d'un antéchrist, qui veut dire, avant le Christ. Le 6e roi est donc l'antéchrist, qui sera suivi du 7e, le Christ. Comme les deux piliers, les tours jumelles, le signe des Gémeaux que sont les jumeaux Castor et Pollux, le Christ et l'antéchrist fonctionnent comme un couple de jumeaux, que l'on retrouve parmi les nombreuses curiosités de l'église de Rennes-le-Château, sous la forme des Christ jumeaux. Le yin jeune est stable dans le Viking, est le chiffre 8. Il devient mutable avec le 6, qui amorce la transition vers le yang, et devient finalement un yang jeune, et stable, avec le chiffre 7. L'aventure de la traversée de Philippe Petit se déroule au mois d'août, le 8e mois, pendant la nuit, yin, du 6 août. Tomorrow, the coup is on for tomorrow. Tomorrow is the big... Jusqu'à l'arrivée de la lumière du jour, yang, du 7 août. Then at dawn, 6 a.m., I take my first step. And when the sun comes up, I walk. Wow. Si l'on reprend cette approche du Viking avec l'utilisation des trigrammes, le 6 devient 666, et le 7 devient 777. Le chiffre de l'Apocalypse est le 666, il est associé à la marque de la bête, que beaucoup ont identifié comme étant un code barre. Dans Retour vers le futur 1, Marty porte une chemise couverte de code barre. Cette thématique est renforcée par Doc à la fin du film, qui porte une chemise avec des QR codes.
La thématique est validée, quelques secondes après, avec un dernier code barre, mis en plein écran. Or, le film a été tourné en 1985, et le QR code officiellement inventé en 1994. Beaucoup d'artistes font le signe 666 avec l'œil. Inversement, le personnage principal de Bienvenue à Marouane a une cicatrice en forme de 7. La série Twin Peaks de David Lynch est elle aussi articulée autour de la thématique des deux piliers, les Twin Towers. L'iconographie de Twin Peaks est une loge au sol strié noir et blanc, avec un rideau rouge, reprenant la symbolique des 3 œuvres de l'alchimie. Robert Zemeckis fait un clin d'œil à Twin Peaks dans Forrest Gump, avec le chapeau et la veste de l'entraîneur. La saison 3 de Twin Peaks, qui est sortie en 2017, soit plus de 25 ans après les saisons 1 et 2, inclut de nouveaux thèmes tout à fait singuliers comme des lieux situés hors de la ville de Twin Peaks. Notamment, une faille spatio-temporelle à New York. Le voyage dans le temps. What year is this? Et, le personnage principal ayant un jumeau maléfique, qui arrive sur Terre avant son double bienveillant. David Lynch devait se rendre à Toulouse en septembre 2001. Mais il n'a pas pu à cause des attentats. And those things for me that bother me is the hole in the Pentagon being too small for a plane. Mm-hmm. The lawn isn't mussed up, and the government's not showing the plane hitting when many cameras photographed it. At the World Trade Center, 3 buildings came down like demolition, and 2 of them were hit by a plane, but the third one, they said, do you want us to pull it? And they pulled it, and it looked just like the other 2. Uh-huh. Those things bother me. In Pennsylvania, the plane that went down, it was just a hole in the ground. There wasn't any wreckage. There wasn't any skid marks. There wasn't any tear in the earth. And no one's ever really found out about that. So every place, there's questions coming from this documentary. And you don't have to believe everything in the documentary to still have questions come up. And you look back and you remember what you saw and what you were told, and now you have questions. And the event itself, did it change your life, or did it change your view of... It's just an event that has many questions and no answers. And the suggestion that the American government is behind it?
that's what does it too mean? big for people to think about. It's too big. What do you mean? It's just, you know, it's like something no one wants to think about.